Petit détour par l'Asie lointaine, mais en essayant quand même d'en tirer parti aussi pour poser un peu autrement des questions qui sont les questions générales qui nous réunissent depuis hier dans ces journées. Bon, juste un tout petit mot sur la date, simplement, bon, au cas où vous ne sauriez pas encore, la guerre, ce qui va devenir progressivement, par extension successive, ce qu'on est habitué aujourd'hui à dénommer la Seconde Guerre mondiale, a commencé en Extrême-Orient, non pas en 1939 comme en Europe, mais en 1937, juillet 1937 plus précisément, par l'éclatement de la guerre entre la Chine et le Japon. Alors, quelques points d'introduction. Alors, d'abord, souligner encore que cet élément très négligé par la bibliographie, malgré les efforts d'un certain nombre de collègues et de moi-même pour écrire là-dessus. Je crois que vous pouvez trouver au moins un de mes livres portant sur la guerre côté Extrême-Orient, donc sur les tables qui sont à l'extérieur de cette salle ou à la librairie Dialogue. Bon, c'est un élément majeur de la Seconde Guerre mondiale, ne serait-ce que par le nombre de victimes, puisqu'à peu près 40% du total des morts de la Seconde Guerre mondiale sont attribués à ce conflit qu'on préfère maintenant appeler plutôt guerre de l'Asie-Pacifique que de façon très inappropriée, comme on a encore tendance à le faire parfois, la guerre du Pacifique. On peut casser l'expression guerre du Pacifique comme sous-élément de ce conflit, mais enfin, il faut savoir que, d'une part, le Pearl Harbor se produit donc plus de 4 ans après le début de ce conflit, et moins de 4 ans avant sa fin, et que le conflit du Pacifique proprement dit ne représente qu'une petite partie, si on regarde les pertes humaines, qu'une petite partie, quelques pourcents seulement de la totalité des pertes humaines de ce conflit qui a été essentiellement concentré dans sa durée et au niveau des désastres engendrés sur le continent asiatique et dans les archipels qui l'environnent. Deuxième point, le Japon, bien sûr, est une composante de l'axe, l'axe Rome-Berlin-Tokyo, à partir de septembre 1940. Mais dès 1936, le Japon commence à choisir son camp puisqu'il adhère à ce qu'on appelle le pacte anti-Comintern, opposé donc à l'internationale communiste, avec l'Allemagne et les principales puissances fascistes. Troisième point, on a une affinité revendiquée avec le fascisme européen. Les dirigeants japonais sont extrêmement admiratifs de Mussolini et de Hitler. Ils ont les meilleures relations et il y a une influence idéologique, j'y reviendrai d'ailleurs, tout à fait nette. Même si les purs fascistes japonais sont plutôt dans les marges du régime. Ils ne sont pas opposés au régime, ils sont plutôt dans les marges du régime qu'au centre. Quatrième point, on a des violences terribles dans ce conflit contre les populations civiles, et c'est évidemment une similitude avec ce qui va se passer et ce qui se passe ensuite à partir de 1939 sur le continent européen. Simplement pour en tirer une nomenclature, je ne vais pas du tout m'appesantir sur ce sujet sur lequel j'ai déjà écrit des centaines de pages, donc regardez-les si vous souhaitez davantage de précision. Des assassinats de masse, en particulier en Chine, aux Philippines, à Singapour. Un travail forcé à très grande échelle, de type esclavagiste souvent, en particulier en Indonésie, en Birmanie, en Malaisie, en Chine du Nord, en Mandchourie. Une prostitution sous contrainte, donc un phénomène maintenant bien connu sous le nom de femmes dites de réconfort, qui a touché en particulier des femmes coréennes, chinoises ou philippines. Une torture, un usage systématique de la torture par la gendarmerie militaire japonaise, la Kempeitai, qui, au moins au niveau de ses méthodes, peut facilement être assimilée à la Gestapo allemande, et un pillage plus ou moins organisé, plus ou moins centralisé, des ressources, des biens, un petit peu partout dans toutes les zones qu'occupent les Japonais. D'où la tentation d'assimiler le Japon à l'Allemagne nationale-socialiste, dans beaucoup de récits de ces événements, ce que font d'ailleurs bien souvent, en sachant évidemment l'opprobre qui touche les violences de l'Allemagne nationale-socialiste, ce que font d'ailleurs bien souvent donc les victimes du Japon impérial qui, en particulier vis-à-vis des Occidentaux, tendent souvent à dire, vous voyez, ce qu'on nous a fait, c'est équivalent, voire pire encore que ce que vous avez subi du fait des nazis. Cependant, on a de bonnes raisons de penser que les sources et le caractère de la violence, et c'est ce que
ce sur quoi maintenant je vais m'appesantir, le source et le caractère de cette violence sont quand même assez différents de ce qui s'est passé avec l'Allemagne nazie. Je dis assez, je ne dis pas totalement. Et en particulier, c'est tout à fait sensible au niveau d'une interrogation sur la figure de l'ennemi. Cette notion, d'ailleurs, bon, quand on m'a suggéré le sujet de ces journées, que j'ai commencé à réfléchir sur ce que je pouvais dire, je me suis aperçu que elle apparaît étonnamment peu dans l'historiographie, pourtant vaste, de ce conflit. Il y a énormément d'ouvrages, en particulier en anglais, très peu en français, mais beaucoup en anglais. Donc beaucoup de choses qui concernent l'idéologie, la propagande japonaise de la guerre. Et finalement, j'ai regardé un petit peu tout ce que je pouvais raisonnablement dans le temps imparti regarder, et j'ai trouvé extrêmement peu de choses parlant directement de la figure de l'ennemi. Donc ça m'a amené à m'interroger un petit peu là-dessus. D'autant plus que moi-même, dans mon livre qui fait pourtant à peu près 500 pages sur la question, et où de nombreux développements sont consacrés à la propagande et à l'idéologie du Japon en guerre, je me suis aperçu que j'en avais également extrêmement peu parlé. Alors, bon. Donc, j'ai essayé de regarder un petit peu par ailleurs. La collecte de documents iconographiques si aisée à réaliser dans bien d'autres cas, en ce qui concerne la figure de l'ennemi, reste quand même assez pauvre. On a peu de choses, on a peu de caricatures de l'adversaire. Elles sont surtout centrées sur quelques dirigeants, comme Roosevelt ou Churchill, qui sont très caricaturés, très peu finalement sur les peuples avec lesquels le Japon est en conflit. Il y a peu de représentations diabolisantes, à la différence bien sûr de ce qui s'est passé en Allemagne. On en a encore vu quelques-unes hier, des caricatures de juifs, mais aussi de slaves ou autres faites dans l'Allemagne nazie, ou même des caricatures faites dans les États-Unis pourtant démocratiques, dans la même guerre, où les Japonais sont souvent représentés de façon comme des singes, comme des êtres à peine humains. Bon. Par contre, quand on interroge cette iconographie, on voit énormément d'exaltation de soi-même. L'iconographie est riche, je vous rassure, mais si le sujet vous intéresse, vous pouvez très bien entreprendre des études là-dessus, vous trouverez énormément de choses. Évidemment, ça vous contraint un petit peu à connaître au moins des rudiments de la langue japonaise, mais enfin, vous aviez aussi des affiches dans les pays occupés destinées à des populations qui ne connaissaient pas le japonais, y compris par exemple aux Philippines ou à Singapour, dont la langue maternelle était l'anglais. Donc vous avez aussi des affiches de propagande anti-anglo-saxonne, japonaise, en anglais, un certain nombre. Bon, et qui reprennent à peu près les mêmes thématiques qu'ailleurs. Donc surtout une exaltation de soi-même, plus qu'une détestation de l'autre. On peut déjà en tirer comme première conclusion conclusion de cette introduction, que le Japon a un tel sentiment de supériorité dans ce conflit qu'il ne se sent au fond pas vraiment le besoin d'attaquer ou de caricaturer l'adversaire. Enfin, pas vraiment. Je vous donnerai un certain nombre de détails montrant qu'on le fait quand même, malgré tout. Ne pensez pas à une telle abnégation. Mais c'est quand même frappant que ça porte beaucoup plus sur soi-même que sur l'autre, cette propagande. Et c'est la même chose d'ailleurs à l'intérieur du Japon, dans toute cette période, puisque en fait, les adversaires politiques du régime en place, du régime très dur sur le plan politique, parti unique, régime quand même offrant beaucoup de caractéristiques d'un régime fasciste, ce régime finalement, plus que l'enfermement ad vitam de ses adversaires, plus que leur exécution, plus que leur marginalisation définitive, entreprend à une très grande échelle, et c'est quand même une assez grande originalité, ce qu'on peut traduire par conversion, le mot japonais tenko, qu'on peut traduire par conversion, et effectivement, on a un succès absolument fabuleux de ces conversions, puisque les communistes, qui sont les principales victimes de cette répression, sont convertis dans la proportion d'à peu près 95%, dirigeants inclus, ce qui est un phénomène, à ma connaissance, unique au monde. Et c'est pas simplement pour sortir de prison, enfin dans certains cas sans doute, une fois qu'ils sont convertis et qu'ils ont donné des signes d'allégeance au régime, ils sortent de prison, ce qui fait que finalement le Japon se retrouve dans les années 40 avec très peu de prisonniers politiques, et beaucoup vont participer de façon extrêmement enthousiaste
à la propagande, y compris sous les formes les plus dures, peut-être surtout sous les formes les plus dures, à l'exaltation du Japon militariste, impérial, et d'une forme de fascisme intérieur, où évidemment il se retrouve par certains côtés en terrain connu, puisque je vous signale quand même qu'il y a un certain nombre quand même de points d'attache qui peuvent faire passer de l'extrême droite à l'extrême gauche, et le phénomène n'a pas disparu aujourd'hui. C'est en particulier l'anti-américanisme et l'anticapitalisme, puisque de ce point de vue-là, fascistes et communistes sont parfaitement capables de trouver un très large terrain d'entente. Alors, je vais commencer dans cet exposé sur la figure de l'ennemi à vous parler donc vous avez sans doute compris pourquoi, de la figure de l'ami, puisque au fond, l'ennemi c'est Antony, mais dans le cas du Japon en particulier, si on ne comprend pas ce qui au fond dans la propagande est l'essentiel, c'est-à-dire la figure de l'ami, la figure de soi-même et de ceux dont on se sent proche, il est difficile quand même de comprendre ce qu'on peut reprocher réellement aux ennemis. Les ennemis, c'est d'abord et avant tout ceux qui ne sont pas des amis. Alors que peut-être qu'on peut renverser la proposition dans de nombreux autres cas. Alors, je vais essayer d'aller aussi vite que possible, parce que ça serait évidemment un sujet en soi. Mais bon, je vais essayer quand même de vous en donner quelques grandes lignes. Alors, en distinguant les choses comme elles se présentent à l'intérieur de l'Empire, enfin du Japon proprement dit, y compris les territoires très proches, en particulier les territoires colonisés depuis déjà un certain temps, et puis à l'extérieur, et en particulier, bien sûr, dans les très vastes territoires que le Japon occupe entre 1937 et 1945. Alors, l'idée principale, c'est celle d'une grande famille. On a parlé de familisme ou familialisme, je n'ai jamais très bien compris s'il fallait dire l'un ou l'autre, d'une grande famille qui est réunie sous la bienveillance du Tenno, c'est-à-dire de l'empereur, de ce qu'on est accoutumé à appeler l'empereur du Japon, Te Zen-ho. Et donc l'insistance sur une relation hiérarchique, de bas en haut ou de haut en bas, plus qu'une solidarité horizontale avec le groupe. Sur quoi on insiste toujours, donc c'est la relation hiérarchique couronnée par cet empereur à la fois peu agissant sur le fond, dans ce sens-là, il n'est absolument pas l'équivalent d'un Hitler, d'un Mussolini ou d'un Staline, mais qui est en même temps totalement mythifié, et qui est autant mythifié et l'objet d'un culte de déité d'ailleurs, considéré officiellement comme une déité, ce qui d'ailleurs, dans le cas du Japon, vous savez, n'a pas une signification très, très considérable, puisque les Japonais ayant recensé au total 3 millions de dieux, en soi, n'être un dieu n'est pas aussi prestigieux, évidemment, que ça pourrait l'être sous d'autres cieux. Mais enfin, bon, une divinisation extraordinaire du Tenno, qui est évidemment totalement inattaquable, le crime de lèse-majesté étant ce que vous pouvez commettre de pire, et là, franchement, on ne vous fait pas de cadeau. Donc, insistant surtout sur deux notions, la loyauté envers le supérieur, le Tenno et tous ceux qu'il représente, et évidemment, ça veut dire aussi le moindre bureaucrate de quartier et puis le moindre sous-officier de l'armée, qu'il faut respecter comme représentant de l'empereur. Et puis, ce qui accompagne la loyauté, ce à quoi doit conduire la loyauté dans certaines circonstances, c'est-à-dire le sacrifice non seulement de son énergie, mais aussi, si on vous le demande, de sa vie. Ce sont des vertus cardinales et qui sont d'ailleurs bien symbolisées par un culte annexe, un peu baroque, mais quand même très significatif de la période. C'est le culte du chien Hachiko. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés à Tokyo, mais si vous sortez, il y a une sortie de la gare de Shibuya, qui est marquée la sortie Hachiko, H-A-C-H-I-K-O, où vous avez une statue de chien, c'est le principal lieu de rendez-vous des jeunes Japonais. C'est un quartier qui bouge énormément, et évidemment, se donner rendez-vous au pied de la statue d'Hachiko, voilà, un lieu de rendez-vous facile à trouver, tout le monde connaît. Donc ça date de 1934, et ce chien Hachiko, pour vous résumer l'histoire, il accompagnait chaque jour son maître qui prenait le train pour aller à son bureau, et puis il revenait, ou il attendait, ou il revenait le chercher patiemment. Quand il revenait de son bureau, il le raccompagnait à la maison. Et puis un jour, le maître est mort, a été emmené à l'hôpital, et puis il y est mort, mais on a oublié d'informer le chien, et il a continué
pendant 5 ans, 10 ans, dit l'histoire plus ou moins légendaire, à venir régulièrement, à l'heure prévue, attendre son maître qui n'arrivait jamais, etc. Et donc le chien est devenu, à sa mort, un symbole de fidélité. Il y a eu des conférences, c'était un exemple qui a été enseigné à tous les élèves dans toutes les écoles du Japon, on en a fait une statue, etc. Et ce chien est devenu donc le symbole même de la vertu cardinale, c'est-à-dire de loyauté et d'esprit de sacrifice pour son maître, mais évidemment par extension, pour les Japonais, ça devait être un comportement équivalent en faveur de l'empereur et du pays. Donc, alors, maintenant, si on en arrive à la propagande de guerre, bon, voilà, ça, c'est des phénomènes qui existent même en dehors de la guerre, quelque chose qui joue quand même beaucoup moins. Il ne faut pas trop insister, il ne faut pas trop exotiser les pays lointains, quand on définit un certain nombre de traits, plus que quand il s'agit de l'Europe, à considérer presque a priori que ce sont des traits permanents, éternels, quasi génétiques. Loin de moi cette idée-là, et le Japon a quand même beaucoup évolué depuis cette époque, même si il y a beaucoup de signes qu'il reste quand même un petit quelque chose dans certains domaines. Mais alors comment ça ces points, ces caractéristiques se développent dans la propagande de guerre? Eh bien, c'est en particulier au travers d'abord d'un certain type de rapport, évidemment, avec l'armée, avec l'empereur et avec la mort, avec sa propre mort. Et ça va plus loin, puisque on en arrive à une propagande qui, beaucoup plus qu'ailleurs, est centrée sur la beauté du geste sacrificiel, qui est bien plus exalté, en fait, que la force victorieuse. Alors, vous pourriez me dire, dans la période où le Japon commence à être battu, même s'il ne reconnaît pas ses défaites, en fait, ça peut se comprendre. Mais ce qui est quand même extrêmement frappant, c'est que même dans la période où le Japon est merveilleusement victorieux, au début de la guerre, c'est quand même là-dessus qu'on insiste. Par exemple, l'image que vous avez de Pearl Harbor, vous avez sans doute des images dans la tête qui concernent des avions fonçant sur les navires américains. Pour les Japonais, ce sur quoi on insiste à l'époque et encore aujourd'hui, dans des descriptions qui en sont faites, c'est le sacrifice des 8 sous-mariniers, sacrifice ou sacrifice prétendu, puisque dans un cas il a été fait prisonnier, mais ça on n'a pas voulu le reconnaître, le sacrifice de 8 jeunes sous-mariniers qui sont partis dans des sous-marins de poche, reconnaître dans la rade même de Pearl Harbor les objectifs à atteindre, et puis éventuellement participer à achever le travail en jetant leurs sous-marins sur les navires américains en difficulté. Eh bien, c'est d'abord et avant tout là-dessus que la propagande a insisté. Le Premier ministre Tojo est allé voir personnellement chacune des familles de ces sous-mariniers. Et j'ai visité le musée, on peut encore visiter aujourd'hui, le musée de la base navale, de la principale base navale japonaise, à Kure, pas loin de Kure, pas loin d'Hiroshima, ce qu'on fait visiter à tous les marins étrangers en visite au Japon, en escale au Japon. Et là encore, il y a toute une vitrine donc à la gloire de ces sous-mariniers de Pearl Harbor. Ça vous met tout à fait dans l'ambiance. Les grandes peintures de guerre, par exemple celle du grand peintre qui a surtout exercé en France, Fujita, donc c'est quelque chose, grand peintre de Montparnasse, l'école de Montparnasse, mais rentré au Japon et devenu le peintre officiel de la marine japonaise pendant la guerre, sont des grandes peintures sombres dès le début, et là encore, qui exaltent beaucoup plus la bravoure individuelle et puis surtout les actes de sacrifice. Une de ces premières grandes peintures, par exemple, c'est la charge suicidaire, Gyokusai en japonais, dans l'île des Aléoutiennes, enfin l'île américaine des Aléoutiennes, donc tout au nord du Pacifique, l'île d'Attu, où en 1943, c'était une des premières grandes défaites japonaises, plutôt que de se rendre, les soldats japonais sont tous précipités sur les mitrailleuses américaines quand ils ont été à court de munitions, glorieusement, sabres et baïonnettes en avant, évidemment, pour tous se faire tuer. Et c'est ça qu'on exalte dans cette peinture de guerre. Vers la fin de la guerre, on parle non pas des kamikazes qui sont nos héros, mais d'une nation kamikaze. On parle de 100 millions de kamikazes qui doivent tous, 100 millions, donc 75 millions de Japonais et 25 millions de colonisés, Coréens et Taïwanais, qui doivent tous mourir plutôt que de se rendre aux Américains. La victoire finale, pourtant, est considérée jusqu'au bout comme pratiquement certaine, du fait
de la vertu supérieure de l'esprit de tout un peuple, donc la notion d'esprit collectif, Nihon Seishin, l'esprit du Japon, etc. Il y a d'autres termes qui désignent justement cette force de l'esprit supérieur par laquelle les Japonais entendent justement compenser l'infériorité qu'ils doivent reconnaître au bout d'un certain temps sur le plan de l'équipement, sur le plan matériel. Et ça conduit d'ailleurs à des stratégies militaires qui sont entièrement offensives et qui vont périr de ce caractère entièrement offensif, puisqu'évidemment ça marche un certain temps l'offensive, mais enfin personne ne gagne jamais tout le temps, et donc si vous n'êtes pas prêt à une défensive intelligente, en général vous courez à la catastrophe, ce qui n'a pas manqué de se produire. Donc c'est fondé sur une originalité fondamentale et unique du peuple japonais, enfin une originalité revendiquée, caractérisée par, encore un terme japonais, rassurez-vous, je m'en citerai quand même pas trop d'autres, c'est la notion quand même centrale à l'époque de Minsoku, M-I-N-Z-O-K-U, ce qu'on peut traduire soit par nation, difficile de trouver une traduction très précise, parce que c'est un terme qui est intermédiaire en fait entre nation et race, et qui désigne en tout cas la façon dont les Japonais se conçoivent eux-mêmes. Il est frappant voir que le mot, surtout dans les années 30 et 40, est beaucoup plus utilisé que des termes comme Kokka, qui désigne plutôt la nation, l'État, la nation en tant qu'État plutôt, ou Kokumin, c'est-à-dire le mot, alors plutôt d'après-guerre, qui désigne, disons de l'idéologie de gauche, qui désigne le peuple, ce qu'on peut traduire alors plus facilement par peuple. C'est une notion qui n'est pas strictement biologique, c'est pour ça que je vous dis qu'on peut le traduire, l'assimiler à la notion de race, mais c'est quand même quelque chose de plus complexe. Certes, le lien du sang est essentiel. On peut voir, par exemple, qu'en 30 ans avant 1945, il y a eu 500 nationalisations au total au Japon. Assez difficile quand même de devenir japonais, quelles que soient les circonstances. J'ai des membres de ma famille qui sont devenus japonais. Donc, vous voyez, ils font partie de ce très petit mouvement à cette époque-là. Mais, ils sont devenus pleinement japonais par la suite. Mais enfin, c'est aussi une expérience tout petit peu personnelle. Et c'est au moins autant la notion de culture partagée qui est essentielle dans la notion de Minsoku. D'où une autre notion, encore peut-être une petite dernière pour la route, la notion de Kominka, K-O-M-I-N-K-A, qui est formée sur la notion de peuple impérial, Ko désigne l'empereur, Min le peuple, et Ka le fait de devenir donc un peuple impérial, ce qu'on peut traduire par japonisation, où il est tout à fait admis, et ça c'est évidemment une différence avec, par exemple, la conception totalement biologique de la race dans le nazisme. Les Ainu, dans le nord du Japon, on parlait de cette petite population minoritaire d'origine sibérienne, qui vit dans l'extrême nord du pays, mais aussi à l'extrême sud, les habitants des îles Ryukyu, du côté d'Okinawa, mais aussi donc les colonisés de l'époque, que sont les Taïwanais et les Coréens, sont invités à se transformer progressivement en japonais. Alors, ils sont intégrés d'ailleurs complètement sur le tard. Sur le tard, on supprime le ministère des colonies. Ils sont intégrés au Japon métropolitain et invités non seulement à élire des députés à la diète, mais aussi, bien sûr, à être mobilisés en masse, ce qui n'avait pas eu lieu jusque-là dans l'armée japonaise aux abois, avec évidemment des ambiguïtés que vous pouvez deviner, puisque ça reste quand même très clairement des citoyens de seconde zone. Par exemple, dans l'armée, on ne les met jamais en première ligne, on les met plutôt à garder les prisonniers de guerre alliés, ce qui fait d'ailleurs que pas mal d'entre eux vont être ensuite jugés pour crimes de guerre, parce que c'était un peu cette fonction de bas étage qui leur était confiée, qui les a mis évidemment en friction avec les prisonniers. Bon, et puis pour revenir un instant à Hachiko, il y a toute une théorisation qui est faite sur les chiens japonais, qui sont des chiens uniques au monde. Les chiens japonais sont différents de tous les autres chiens, pas forcément pour des raisons strictement raciales, mais parce qu'ils ont été au contact justement de cet esprit japonais qui a fait que il n'y a pas de chien aussi loyal, aussi fidèle, aussi prêt au sacrifice que le chien japonais. Bon, voyez, vous achetez, si vous aimez les chiens, allez au Japon. Alors, à l'extérieur de l'Empire, dans cette propagande, on a une vision fondamentalement hiérarchisée du monde. La déclaration de guerre, je n'ai pas la citation très précise sous la main, mais la déclaration de guerre du 8 décembre 1941, qui accompagne évidemment l'attaque, entre autres, de Pearl Harbor, dit à peu près qu'il s'agit de permettre à chaque peuple d'occuper sa place dans le monde. Donc ça veut dire restaurer les vraies hiérarchies, le Japon au centre et
plus exactement en haut, et les peuples ensuite, qui chacun se trouve très heureux d'occuper sa place, petite ou un peu plus grande, sous la domination bienveillante du Tenno, hein, sous ce qu'on appelle, c'est aussi dans cette déclaration de guerre, sous la grande vertu rayonnante, hein, de l'empereur. Hein. Alors, on a une tradition. Alors, il faut comprendre qu'il s'agit d'une forme de déviation de cette notion déjà ancienne, qui remonte à la fin du XIXe siècle, qu'on est habitué à désigner sous forme de panasiatisme. L'idée quand même d'une certaine unité, vocation de l'Asie à s'unir. Vous connaissez les mots de ce genre, évidemment, les panismes. Hein, et simplement, ce panasiatisme, il a tourné, si je puis dire, enfin, de mon point de vue en tout cas, et du point de vue de ce qu'allait devenir le Japon dans ces années-là, assez mal, puisque à partir des idéaux relativement égalitaires d'un certain nombre de promoteurs du panasiatisme, qui évidemment ne sont pas que japonais, mais sont en particulier japonais, on renverse en fait la tradition de supériorité de la Chine qui était reconnue par les Japonais jusqu'au XIXe siècle. Les Japonais reconnaissent tout à fait que toute leur civilisation vient de Chine, leur écriture, leurs croyances, etc. Hein, le confucianisme qu'ils partagent bien sûr avec les Chinois. Mais on passe au contact simplement des réalités. La Chine vaincue, humiliée par l'Occident, et au contraire le Japon qui arrive à s'en défendre et qui finit par battre la Chine elle-même en 1895. On passe donc d'une tradition de respect de la Chine comme le pays d'où vient la culture et qui nous est en tout supérieur, à l'idée que c'est le Japon qui a repris le flambeau de la culture chinoise. Il ne s'agit pas de nier la culture chinoise, mais de considérer que c'est maintenant le Japon qui en est détenteur, et la Chine qui a, en quelque sorte, qui est une sorte d'héritier infidèle de sa propre culture, un héritier finalement qui doit être ramené dans le droit chemin par la bienveillance du Japon, qui veut faire revenir la Chine dans la droite ligne de son propre passé, qui veut rendre les Chinois actuels dignes de leurs glorieux prédécesseurs. Mais pour ça, évidemment, il faut que la Chine se soumette au Japon, accepte au minimum un protectorat et une longue période de redressement sous la main bienveillante du Japon. Et évidemment, comme vous savez, ça pourrait être un proverbe japonais, qui aime bien châtie bien. Et donc, si les Chinois ne l'entendent pas tout à fait de cette oreille, ils font la preuve de leur que vraiment ils sont endurcis dans l'erreur, ils sont vraiment particulièrement dévoyés, et donc il faudra être très énergique avec eux pour les ramener de façon bienveillante, toujours dans leur il me reste les 2 tiers, dans le droit chemin. Bon, alors je vais passer peut-être un peu plus rapidement sur d'autres notions, et puis passer assez vite donc de l'ami à l'ennemi. Hein. Alors simplement pour terminer sur cette première séquence, hein, il faut comprendre, là encore c'est quelque chose qui tombe pas sous le sens, qui n'est pas tellement connu, que le Japon n'a pas cherché à proclamer son originalité absolue par rapport au peuple qui l'entoure. On proclame, par exemple, qu'on n'hésite pas, dans le Japon des années 30, à reconnaître, par exemple, que la dynastie impériale japonaise provient de l'aristocratie coréenne. On n'hésite pas à faire des recherches extrêmement approfondies archéologiques en Corée et à reconnaître toute la grandeur de la civilisation coréenne, et que cette civilisation a été antérieure à celle du Japon lui-même. Simplement, toujours cette notion que les Japonais sont les meilleurs héritiers, et là encore, les Coréens doivent accepter, pour être fidèles à leurs grands ancêtres, d'en passer par les volontés du Japon. Bon. On a un symbole même qui est présenté à toute l'Asie et au reste du monde de la façon dont les Japonais conçoivent ce qui est bien et beau. C'est une sorte de coexistence idéale entre des groupes ethniques différents. C'est tout simplement le Mandchukuo, la Mandchourie chinoise occupée par l'armée japonaise à partir de 1932, transformée en empire plus ou moins fantoche, hein, faite aux mains complètement gouvernée par l'armée japonaise. Et on insiste énormément sur la fraternité des 5 races, on appelle les 5 races, hein, au sens de Minsoku, hein, ce qui est visible sur le drapeau même du Mandchukuo, c'est-à-dire les Mandchous, les Japonais, les Coréens, les Chinois Han, qui font en fait 80% de la population dès cette époque-là, et les Mongols,
qui s'unissent tous, qui chacun vient avec son bagage, son originalité propre, évidemment en reconnaissant la supériorité du Japon, l'avancée au niveau éducatif, au niveau industriel, technicien du Japon. Les peuples d'Asie du Sud-Est, occupés entre 1942 et 1945, sont invités à revenir à leur véritable nature, et la propagande est en particulier forte aux Philippines, qui ont évidemment est le pays d'Asie du Sud-Est le plus longtemps colonisé, d'abord par les Espagnols des XVIe siècle, puis par les Américains. Et là, l'effort est particulièrement grand pour ramener les Philippins à autre chose que cette identité vile de succursale de l'Occident, et au contraire revenir à une identité asiatique. Là encore, évidemment, on n'entend pas de cette oreille, il va y avoir beaucoup de résistance et donc beaucoup de répression. Et enfin, il y a une politique, c'est quelque chose d'assez ignoré, extraordinairement pro-musulmane dans les territoires musulmans d'Asie du Sud-Est occupés par les Japonais, alors que les Occidentaux avaient plutôt une politique de méfiance, non pas de répression, mais de méfiance vis-à-vis de l'islam. Là, les Japonais essaient justement d'insister sur le caractère asiatique de l'islam. La notion de guerre sainte qui existe dans le vocabulaire de guerre japonais, qui est traduite évidemment par ce que vous pouvez imaginer en arabe, et puis même des considérations assez surprenantes, comme quoi la religion, le Shinto, la religion autochtone du Japon, serait extrêmement proche de l'islam. Bon, j'insiste pas. Et une conférence pan-islamique qui se tient à Tokyo dans ces années-là. Alors, bon, encore quelques minutes quand même pour ce à quoi il faut quand même en venir, c'est-à-dire les ennemis. Donc maintenant, on passe à la figure de l'ennemi. Alors, dans ces ennemis, je distinguerai, évidemment très rapidement, les ennemis réels, entre guillemets, c'est-à-dire les contrevenants à cet ordre. Ça, on peut aller assez vite parce que je pense que vous avez déjà compris. Et puis, les ennemis figurés, c'est-à-dire ceux qui sont quand même assez largement des ennemis imaginaires, ou en tout cas exagérés, avec lesquels d'ailleurs les Japonais ont parfois des relations complexes. Au fond, les ennemis réels, je peux aller très vite, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire, ce sont ceux qui n'acceptent pas justement cette bienveillance, ceux qui résistent. Et donc, ça explique que la violence du comportement de l'armée japonaise était en fait extrêmement grande vis-à-vis de ceux-là même pour lesquels on affirmait avoir la plus grande bienveillance et le plus grand respect. En particulier, par exemple, les Chinois. S'il y a un peuple, évidemment, qui a eu énormément à souffrir, et il le sait, de la violence japonaise, ça a été les Chinois. Avec ce reproche qui est tiré du vocabulaire confucéen, ce reproche fondamental qui est le reproche donc d'insincérité. Les Chinois ne sont pas sincères par rapport à leur propre nature, par rapport à leurs propres inclinaisons, par rapport à ce confucianisme qu'ils affirment partager avec le Japon, et ils ne sont pas sincères, ils doivent être donc punis pour leur insincérité. Et donc, on passe d'une bienveillance fabuleuse à une violence extraordinaire. Même chose avec les Chinois, d'ailleurs, d'Asie du Sud-Est, massacre des Chinois à Singapour, un peu pour les mêmes raisons, et même comportement aux Philippines. Bon, je passe là-dessus. Et donc, enfin, dernière partie, je serai quand même un tout petit peu plus long, si vous me permettez, donc les ennemis figurés, les ennemis figurés, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler les usual suspects, ceux qui sont, par définition, des adversaires. Et c'est là où on va trouver quand même l'influence la plus nette du national-socialisme allemand et du racisme occidental, même s'il y a un certain nombre d'originalités en plus. Et même s'il faut le reconnaître, quand même, à l'actif des Japonais, les Japonais n'en ont jamais tiré des conséquences génocidaires. Il n'y a pas eu de génocide, ni réalisé, ni tenté dans la sphère d'action de l'armée japonaise. Alors, là où l'influence est la plus nette, c'est vraiment ce qui concerne les Juifs. Très peu présents au Japon, peu présents dans les pays occupés, et pourtant objet d'une propagande absolument délirante et totalement similaire à ce qu'on a en Allemagne. Certains des principaux journaux japonais accusent soir et matin les Juifs d'être à l'origine de tous les malheurs du Japon. Décrit de la même façon, ils contrôlent les communistes, ils contrôlent les capitalistes, etc. Bon, il y a Mein Kampf est traduit en une seule année, dès 1925, en japonais, alors qu'il faut attendre beaucoup plus longtemps pour qu'il soit traduit en français. Bon, une petite citation, par exemple, en 1944, les Juifs sont la malédiction de l'humanité, c'est l'éditorialiste le plus connu du Japon, sous l'apparence de la démocratie, ils exercent leur hégémonie plutocratique sur les États-Unis. La démocratie américaine est devenue un repère de Juifs. Bon, vous connaissez ce genre de discours, c'est pas très original. Bon, ce qui est un peu plus original, c'est
le raisonnement pragmatique de certains. Celui qui est considéré comme le pape de l'antisémitisme au Japon, traducteur de Mein Kampf, finit par affirmer, le général Shioden affirme en juin 1942, actuellement il y a seulement 100 000 juifs, en fait il y en a encore beaucoup moins en Asie de l'Est, ils peuvent être utilisés pour la construction de la sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale. C'est-à-dire que l'idée c'est que les juifs sont des gens tellement puissants et dangereux, mieux encore que de les exterminer, il faudrait plutôt les mettre de notre côté, les retourner de l'autre côté, et on arriverait comme ça à se renforcer. Vous voyez donc des conséquences assez profondément différentes de celles des nazis. Deuxième ennemi figuré, le monde anglo-saxon. Longtemps, ce sont des relations d'amour-haine assez complexes. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, il y aurait beaucoup à dire. Hein, c'est loin d'être des relations simples. Il faut pas, simplement un point, le Japon, enfin le premier pays avec lequel l'Angleterre s'est alliée depuis, à ma connaissance, les guerres napoléoniennes, en 1902, ça a été le Japon, une alliance qui a duré 20 ans. Bon, relations qui ont longtemps été extrêmement intenses et favorables avec les États-Unis. Mais, bon, évidemment, vous connaissez le déroulement de la guerre, et on a fini par avoir une condamnation globale des États-Unis dans leur nature, qui ressemble à celle, là encore, de la propagande nazie. On estime que c'est un pays qui pâtit énormément d'être métissé, ce qui est une source de grand affaiblissement, alors qu'il faut un régime, donc, finalement, de race pure, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Un régime démocratique également, donc démagogique et pleutre, d'où d'ailleurs une sous-estimation, aux conséquences dramatiques, de la capacité des États-Unis à réagir après le coup de Pearl Harbor. Et une lâcheté fondamentale des Américains, vérifiée d'ailleurs par la reddition des soldats américains qui, au lieu de se sacrifier dans les combats, tendent à se rendre et donc, en conséquence, vont être extrêmement maltraités en tant que prisonniers de guerre, comme les autres d'ailleurs, comme les autres prisonniers de guerre, pas plus, mais tout autant. Bon. Alors, les Américains sont en plus, quand la guerre commence à tourner mal pour le Japon, accusés d'atrocités particulières. Bon, atrocités qui, par certains côtés, sont bien réelles. Les bombardements sur les villes japonaises, évidemment, ont un caractère dévastateur, sans même parler des bombes atomiques qui n'a rien à envier aux désastres qui frappent les villes allemandes à la même époque. Hein. Mais aussi des invasions. Voilà, d'accord. Et aussi des inventions qui poussent un grand nombre de civils japonais au suicide, plutôt que de tomber dans les mains des Américains, des suicides de masse à une échelle extraordinaire. Comme on prétend que les Américains vont systématiquement violer les femmes, vont empoisonner les sources, empoisonner la nourriture, et donc il vaut mieux mourir décemment, mourir dans la dignité en quelque sorte, que se laisser torturer et tuer à petit feu par ceux qu'on appelle les démons bestiaux américains et britanniques. Bon. Troisièmement, est-ce qu'il y a un racisme anti-blanc? Bon, la question est délicate. Hein. Le Japon, en effet, le Japon se présente souvent pendant la guerre, évidemment, comme libérateur de la race jaune, ça fait partie de sa propagande, et propose une sorte de doctrine de Monroe asiatique, l'Asie aux Asiatiques, avec des connotations, évidemment, assez clairement raciales, blanc contre jaune. Deuxièmement, il faut quand même aussi considérer que les Japonais ne se sont jamais clairement considérés eux-mêmes comme des jaunes. C'est pas du tout, c'est une notion totalement occidentale. Dans la mesure où les Japonais, ça ne les a jamais beaucoup intéressés, se sont définis au niveau de la couleur de peau, ils sont plus souvent définis comme des blancs que comme des jaunes. Bon. Le traitement est parfois plus dur des prisonniers occidentaux que des prisonniers asiatiques. En effet, par exemple, il y a de nombreux soldats auxiliaires philippins dans l'armée américaine, indiens dans l'armée britannique. Ceux-là sont massivement libérés très tôt après avoir été capturés, et donc ils échappent aux souffrances terribles des ponts de la rivière Kwai et compagnie, hein, vous avez sans doute des images dans la tête, qui ont frappé leurs collègues américains, australiens, britanniques ou hollandais. Bon, quatrième point, cependant, les prisonniers de guerre chinois ont été les plus maltraités de tous, puisque, en particulier à Nankin, ils ont été massacrés en masse. Pas seulement été maltraités, ils ont été assassinés. Hein, ce qui n'a quand même jamais frappé à cette échelle les prisonniers de guerre occidentaux. Hein. Et enfin, concrètement, dernier point là-dessus, le Japon, dans les pays qu'il occupe, en Asie du Sud-Est, les anciennes colonies européennes, remplace à l'identique le système colonial français, anglais ou hollandais par un système, il conserve toutes les structures, simplement ce sont des chefs de bureau japonais qui remplacent
en général avec une politique beaucoup plus dure, beaucoup plus répressive et beaucoup plus pillarde, ce que faisaient leurs prédécesseurs occidentaux. Hein. Et il ne faut pas s'y tromper, parce que c'est un argument de la droite japonaise. C'est seulement quand le Japon a commencé à être battu, à partir de 1943, qu'il a commencé à prendre, dans certains cas, à faire prendre le chemin de l'indépendance à certains des pays qu'il a occupés, et des indépendances qui, d'ailleurs, jusqu'à sa défaite, sont restées totalement factices, puisque les pays restaient totalement administrés par l'armée japonaise. Quatrième point, il n'y en a que 5, rassurez-vous. Alors, est-ce que le communisme est le vrai ennemi? Là encore, les choses sont complexes. À l'intérieur, les communistes ont été les plus réprimés, et en même temps, beaucoup de communistes, anciens communistes, ont fini par occuper des positions extrêmement importantes, d'anciens marxistes, dans les officines de la propagande de guerre japonaise. À l'extérieur, l'URSS est définie pendant très longtemps comme le principal ennemi, comme le principal objectif à abattre dans les années 30, concrètement s'emparer des richesses de la Sibérie orientale et l'occuper, et supprimer également l'aide apportée par l'URSS à la résistance chinoise contre le Japon. Hein. En même temps, il finit par y avoir, dans l'ambiance du pacte germano-soviétique, un pacte de neutralité en 1941, en avril 1941, entre le Japon et l'URSS, qui va être respecté jusqu'au 8 août 1945. Il n'y aura pas d'affrontement pendant la Seconde Guerre mondiale entre URSS et Japon. D'où le fait que, finalement, on met largement en sourdine la propagande anticommuniste au profit d'une propagande, évidemment, anti-américaine, anti-anglo-saxonne. Donc, j'ai essayé de vous donner quelques traits. Enfin, cinquième point, l'hostilité aux Chinois. Hein, l'hostilité aux Chinois, dans les conditions, avec cette complexité que j'ai déjà mentionnée, je reviens bien, pas de stigmatisation biologique des Chinois. En même temps, ils sont massacrés en masse et dans des conditions assez effroyables, des millions de morts. Hein. Et en fait, j'appellerais ce qui s'est passé vis-à-vis des Chinois, je parlerais d'une sorte de racisme secondaire. Non pas un racisme primaire comme celui des nazis, mais un racisme, quelque chose qui a tous les traits du racisme au niveau de ses conséquences pratiques. Vu des Chinois, c'est un racisme finalement qui n'est pas très différent de celui que pouvaient avoir les nazis, pas vis-à-vis des Juifs, mais vis-à-vis des Slaves. Hein. C'est-à-dire pas de massacre systématique, pas de génocide, mais quand même un traitement extraordinairement dur et massacreur. Hein. Mais c'est surtout provoqué par l'intensité de la résistance chinoise qui provoque donc cette réaction très violente et un véritable racisme secondaire de la part des Japonais. Bon. Enfin, quelques mots de conclusion. Hein, si on fait le bilan donc, des ressemblances et des différences avec la figure de l'ennemi dans l'Allemagne nationale-socialiste, hein, les différences semblent finalement les plus importantes. Il n'y a pas ou peu de dimensions biologiques hein, dans la vision du monde des Japonais et dans leur figuration de l'ennemi. Il n'y a pas vraiment d'ennemi intérieur menaçant parce que tout simplement, à peu près tout le monde s'est converti, en tout cas dans la période de la guerre, et une glorification du soi beaucoup plus forte que la démonisation de l'autre. Le ciblage de l'ennemi est largement, je dirais, un ciblage ad hoc et non pas un ciblage prédéterminé, hein, en fonction des résistances ou de la grande stratégie du moment. Voir ce que j'ai dit, par exemple, sur la complexité de la relation au communisme. Hein. Le grand ennemi à un moment, et puis finalement, plus trop l'ennemi, on ne parle plus trop par la suite, même si ça ne devient jamais quelque chose de bien. Bon, ça rapproche, d'une certaine façon, le Japon, à ce point de vue-là, du fonctionnement des démocraties quand elles ciblent leurs ennemis, voire un certain nombre de choses qui vous ont été dites hier, si vous étiez là. Hein. Cependant, et ça c'est mon tout dernier point, il y a j'ai vraiment fini, une toute petite minute, on a quand même une influence directe du nazisme ou de l'antisémitisme européen dans l'image du juif, et dans une moindre mesure dans le rejet donc, du métissage et de la démocratie à l'aide de l'exemple négatif que sont les pays, les États-Unis et le monde, plus généralement le monde anglo-saxon. Et en même temps, une aspiration commune avec le national-socialisme dans la radicalité même des conséquences tirées de ce ciblage de l'ennemi qui, là, diffère de ce qui se passe dans les démocraties où, en général, on ne va pas quand même aussi loin dans les conséquences meurtrières de ce ciblage, de cette définition de l'adversaire. Ce qui est sensible, par exemple, dans le traitement différentiel des prisonniers de guerre. Les Américains n'ont certes pas été parfaits, mais enfin, les prisonniers de guerre japonais des Américains ont été infiniment mieux traités que l'inverse. Quand les Américains sont parvenus au Japon, à la grande surprise d'ailleurs des Japonais eux-mêmes, ils n'ont pas massacré la population, ils n'ont pas systématiquement
je dis systématiquement, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des cas, violer les femmes, etc. Ce qui d'ailleurs a fait que les Japonais, très rapidement, n'ont plus du tout été tentés de résister aux Américains et qu'au contraire, ils ont été très favorables finalement à la répression de leurs dirigeants de la période de la guerre, en disant ouais, ces gens-là nous ont totalement trompés, les Américains, finalement, l'armée américaine est bien meilleure que notre propre armée. Bon. Et donc, d'un autre côté, je termine sur cette phrase, ce caractère plus diffus de la détestation menée par les Japonais à l'époque de la guerre contribue quand même à ce que le Japon ne se soit jamais vraiment repenti, dans la mesure où finalement le fondement de sa criminalité de guerre apparaît plus complexe, moins clair que ce qui peut être reproché à l'Allemagne, ou de ce que les Allemands peuvent maintenant évidemment se reprocher à eux-mêmes ou à leurs aïeux. Et donc c'est aussi finalement un effet à ce niveau-là négatif